Good Morning Business, le grand entretien. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur BFM Business. Vous êtes vice-président du cabinet Edmind Partners, spécialiste du risque numérique. De plus en plus important, oui ou non, vous allez nous le dire, mais d'abord concernant cette panne informatique qu'on qualifie d'historique depuis maintenant plusieurs jours, qu'on a vécu donc vendredi dû à un logiciel sur Microsoft qui a paralysé des banques, des compagnies aériennes, des hôpitaux, entre autres, d'ampleur mondiale, bien que seulement 1% des machines sous Windows ont été touchées. Ça veut dire que c'est qu'un aperçu finalement de ce qui pourrait arriver si on avait une panne de plus grande ampleur encore prochainement. Alors, dans les politiques de cybersécurité, on s'attache à trois choses. On connaît évidemment les problématiques sur la disponibilité des systèmes et leur intégrité, notamment. On parle également de confidentialité, mais on voit bien que là, c'est posé la question de la disponibilité, alors de l'intégrité d'abord, donc un doute, et au final assez rapidement, puisque maintenant qu'on est capable de comprendre l'enchaînement des circonstances, on voit qu'il s'est passé 78 minutes entre le moment où la mise à jour a été expédiée par l'éditeur CrowdStrike et le moment où effectivement elle a pu corriger le tir parce que c'est aperçu des dégâts, de l'impact que ça avait sur des infrastructures cibles. Alors effectivement, c'est toute l'interrogation. À l'échelle humaine, on se dit, et planétaire, c'est extrêmement rapide. Simplement, on est dans un univers de viralité et donc ça, ainsi, malgré ce caractère bref, on a quand même 8,5 millions d'ordinateurs impactés. Alors sachant évidemment que là, on est exclusivement dans l'univers professionnel. Le grand public n'est pas concerné par cette panne. Il n'empêche que, évidemment, on voit la capacité de progression à la vitesse des réseaux numériques, c'est-à-dire extrêmement rapide. Bah oui, parce que quasiment 9 millions de postes quand même. Et puis on voit que c'est pas des petites infrastructures. Enfin, c'est des hôpitaux, c'est des centaines de vols qu'on Alors précisément parce que ce sont des entités qui ont investi le champ de la sécurité, que la solution a vocation à, d'ailleurs, l'entreprise est par ailleurs prospère et connaît un succès commercial dans l'ensemble de ses activités. Donc évidemment, elle est présente au sein et au cœur des organisations économiques, technologiques. La question se pose dès lors en plus que les solutions de cybersécurité ont la particularité souvent d'avoir ce qu'on appelle des privilèges élevés. Privilèges élevés, ça veut dire que précisément elle peut faire beaucoup de choses dans l'infrastructure des entités dans lesquelles elle est déployée, précisément parce qu'elle doit pouvoir avoir une supervision la plus exhaustive, en tout cas la plus complète possible des environnements numériques. Mais donc là c'est complètement paradoxal, Nicolas Arpagian, parce que ce sont les infrastructures les plus sécurisées, comme vous le disiez, qui en fait étaient les touchés. Alors en fait le numérique ça reste une affaire de 0 et de 1, donc évidemment conçu par des êtres humains, déployé par des êtres humains, donc évidemment toujours faillible. La seule chose, et c'est là où c'est heureusement alors limité dans le temps, il s'avère que maintenant va se poser la question de tirer les enseignements de ces circonstances et on voit cette dépendance numérique telle qu'elle a pu être touchée du doigt évidemment par les clients des compagnies aériennes, des sites de e-commerce, des entités visées, et maintenant se pose la question de remettre à plat des politiques de cybersécurité et surtout de réactivité. Comment est-ce qu'on fait pour, une fois qu'un problème qu'on ne pourra d'ailleurs vraisemblablement jamais empêcher, qu'il soit accidentel, involontaire ou délibéré, on voit bien de toute façon qu'il y a une exposition au risque numérique. Maintenant, très bien, comment est-ce qu'on appréhende cela en termes de détection, de réaction et de restauration des environnements? Manifestement, il y a encore une belle marge de progression. Mais ça veut dire qu'on a fait trop confiance au numérique et aux Américains, on a décentralisé, on est trop dépendant. Alors c'est pas une histoire de nationalité, puisque c'est une histoire de technologie. Ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, comme on assiste à un centralisme technologique, c'est-à-dire qu'on a des marchés oligopolistiques, il y a un certain nombre d'acteurs de taille importante, en nombre limité, et dès lors qu'un défaut survient sur l'un de leurs environnements, évidemment, ça se duplique à l'échelle de leur part de marché respective. Prenons un exemple anecdotique, mais qui est symbolique. C'est vrai que dans les compagnies aériennes, on ne donne pas le même plateau repas aux pilotes et aux copilotes. S'il y en a un qui a pris du poisson, l'autre doit prendre de la viande, ou vice-versa. Pourquoi ? Parce qu'on s'inquiète du fait que les deux pilotes de la structure puissent être infectés par la même bactérie, par exemple, si ce n'était pas si la chaîne de production. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose de très basique. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On diversifie les origines des productions de manière à limiter les risques, puisque on aura des canaux industriels distincts. Et alors Nicolas Arpagian, il se trouve que la France a été apparemment moins touchée, les hôpitaux notamment qui fonctionnent souvent sur du vieux matériel informatique, qui est donc moins exposé. Ça veut dire quoi ? Que ça peut avoir du bon finalement, être un peu vintage ? Alors, on ne peut pas considérer que la rusticité serait la meilleure des politiques de protection. Alors plusieurs choses. Il y a les fuseaux horaires, puisqu'on l'a vu, ça a démarré
démarré en Australie, donc évidemment il y a déjà le décalage par rapport à la réactivité de l'entreprise, de l'éditeur de cette solution de sécurité. Donc évidemment il y a cet premier élément. Deuxième, ce qui est vrai, c'est que si des solutions qui sont concernées sont moins présentes, moins développées, évidemment vous êtes moins atteint de la même manière que les parcs utilisant Apple, les technologies Apple n'ont pas du tout été concernés, Linux pas du tout concerné. Pourquoi ? Parce que ce n'était précisément pas ces environnements qui étaient ciblés. La seule chose, c'est que faut quand même rappeler à cette occasion que les mises à jour, c'est une démarche nécessaire, souhaitable, vertueuse et bienvenue. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas considérer que se tenir à l'écart des mises à jour constituerait une option possible. Risques. On parle beaucoup sur BFM Business des ransomware. Quand on ne met pas à jour, typiquement, on est exactement. En fait, la mise à jour, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de bénéficier du niveau de connaissance. Voilà. Alors, soit de l'état d'élaboration des logiciels fait par les éditeurs lorsqu'il y a des correctifs à apporter, mais c'est surtout, et c'est important dans les outils de détection, le fait de bénéficier des attaques préalablement survenues chez d'autres acteurs de manière à documenter les outils et les sondes de détection. Mais alors là, justement, on parle d'un problème de mise à jour de logiciels. On peut se demander pourquoi cette mise à jour n'a pas été tester avant d'être déployé comme ça dans le monde entier. Alors ça c'est effectivement la vraie question, d'autant plus que c'est pas une nouveauté pour un éditeur comme celui-ci de procéder à des mises à jour, c'est intrinsèque, c'est naturel dans son activité, donc c'est pas une innovation, une première mise à jour. C'est un manque de vigilance ? Alors c'est l'enquête qui va le déterminer. Pourquoi ? Parce que vous avez compris qu'il y avait eu des impacts économiques, des bourses avaient été temporairement suspendues, des plateformes aéroportuaires ont été paralysées, des compagnies aériennes ont raté des rotations. Donc en fait maintenant on va rentrer dans le temps du juridique, des indemnités et donc des régimes de responsabilité, et on va faire ce qu'on appelle dans le domaine cyber des analystes post-mortem. Alors évidemment l'appellation est peut paraître outrancière, c'est qu'en fait on essaie de comprendre une fois qu'un drame est survenu, de remonter la chaîne, et c'est là où effectivement la question des responsabilités va permettre d'identifier les processus. Est-ce qu'il y a eu d'habitude dans les mises à jour, vous avez raison, qu'est-ce qu'on fait ? On les teste à petite échelle, des petits environnements, de manière à les déployer progressivement. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une mise à jour, surtout quand elle intervient dans des environnements complexes, elle va être confrontée à des variétés de générations, de technologies, à des contextes extrêmement disparates, et donc ça représente un risque et des effets de bord réels. Mais justement, Nicolas Arpajon, à l'heure où on veut aller toujours plus vite, où c'est un enjeu aussi de compétitivité, on n'a pas le temps, on se donne plus le temps de tester. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas prendre de plus en plus de risques avec des logiciels qui vont prendre des décisions à la place parfois de certains humains et qui pourrait planter à nouveau plusieurs millions de machines. C'est pour ça que la conception originelle, l'accompagnement dans les politiques, c'est-à-dire quelle est la proportion, la juste proportion entre cette réactivité et qui est tout à fait bienvenue, cette vélocité qui est souhaitable, et puis le fait d'avoir effectivement des erreurs natives qui ne soient pas dommageables. Et donc c'est là où l'analyse, l'accompagnement, la connaissance à la fois des environnements de cybersécurité évidemment, mais également du contexte technologique dans lequel ça peut se déployer va être nécessaire, et c'est là où la contribution humaine de l'expertise restera déterminante. Mais est-ce qu'on a trop rationalisé les infrastructures ? Est-ce qu'il ne faut pas garder comme dans les industries sensibles, je pense au nucléaire, des réseaux qui sont étanches, protégés et qui donc ne seraient pas touchés par ce Alors bien sûr, simplement tout cela a un coût. C'est ce qui est, par exemple, c'est une stratégie qui est déployée en France au ministère des Armées. Le ministère des Armées a investi le fait d'avoir des réseaux distincts. Vous avez le réseau Intradef, qui est un réseau spécifique au ministère des Armées, et puis vous avez dans le bureau, d'ailleurs souvent quand vous allez dans les bureaux des états-majors, vous allez avoir 2 ordinateurs, un réseau ouvert vers l'extérieur. C'est un investissement, c'est vrai qu'en général dans une quête de compétitivité, la baisse des coûts est plutôt encourage plutôt au fait de centraliser, de simplifier, ça fait un peu obstacle à ce que vous évoquez. Dernière question, mais cette semaine c'est aussi le début des Jeux Olympiques. On sait que le comité a été touché, puisqu'ils n'ont pas pu... De manière indirecte sur l'attribution de badges, par exemple. C'est ça, les accréditations qui ont été bloquées pendant un moment. Interrogé, Tony Estanguet disait vendredi ne pas avoir anticipé cette panne. Mais enfin, est-ce qu'on a un moyen de l'anticiper? Alors, en tout cas, c'est ce qu'on a dit. 3 capacités. La détection, c'est-à-dire le fait que, faute de pouvoir l'empêcher, on puisse en prendre conscience et la caractériser le plus vite. Et puis avoir des dispositifs de remédiation, de contournement, de manière à suppléer à un dysfonctionnement. En fait, on va pouvoir isoler l'environnement suspect et puis après de restaurer pour rattraper le retard. Donc c'est vrai que cette capacité, elle se fonde également sur de l'entraînement, parce qu'il ne faut pas découvrir ces scénarios de riposte, en quelque sorte, que ce soit à l'occasion d'une panne ou
ou d'une attaque uniquement le jour J. Donc l'entraînement, la préparation, la connaissance de l'environnement et surtout l'entraînement préalable sont les meilleurs atouts pour réduire ces impacts, faute de les empêcher systématiquement. Passionnant. Merci beaucoup Nicolas Arpajon d'être venu nous voir ce matin, vice-président du cabinet Hedmine Partners, spécialiste du risque numérique.